toutes et à tous, merci Moi je suis Kapinga Sephora Lukoki, journaliste indépendante et fondatrice de la plateforme SLK News. Bienvenue donc à tous dans cette émission sur le thème qui sera le statut du journalisme indépendant en RDC, le cas de Stanis Boudjakera Chamala, directeur de publication adjoint d'actualité CD et correspondant de Jeune Afrique et Reuters. Pour animer cette émission, je serai donc avec les journalistes congolais Deo Namujimbo, écrivain et co-auteur du livre La grande manipulation de Paul Kagame, et Kerwin Maizo, journaliste et analyste politique du média éponyme disponible sur YouTube. Comment allez-vous, Deo et Kerwin? Moi je vais très bien, merci. Moi aussi je vais très bien et content d'être là. Merci à vous d'avoir accepté de participer à notre émission. Donc comme je le disais, un article du média congolais Actualité CD a rédigé ce papier sur Stanis et j'aimerais lire un extrait pour introduire justement notre thème. Donc, arrêté le 8 septembre dernier à l'aéroport de Njili à Kinshasa, Stanis Boudjakera est accusé de faux en écriture, falsification des sceaux de l'État, propagation de faux bruits et transmission de messages erronés et contraires à la loi. Stanis a été conduit à la prison de Makala le 15 septembre dernier et sa détention avait été confirmée pour 15 jours pour des besoins d'enquête par le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Depuis, aucune nouvelle décision pour renouveler sa détention avait été prise, ce qui, selon ses avocats, la rend irrégulière. Depuis près de 2 mois, Stanis est donc en prison et pour une situation, justement, pour un papier qu'il n'a pas signé. Comment expliquer, donc vous en tant que journaliste, la volonté de la justice congolaise de maintenir Stanis en détention malgré qu'il n'a pas signé ce papier et que c'est jugé comme une situation irrégulière par ses avocats? Carmine, je vous écoute. Ce n'est pas une volonté de la justice de le maintenir de façon illégale en prison, mais c'est plutôt une justice aux ordres des politiques qui exécute la volonté des politiques. Parce que lorsque un État se dit démocratique ou prétend l'être, doit savoir que la démocratie, ce n'est pas qu'une succession des élections. La démocratie, c'est aussi la séparation des pouvoirs, c'est capital. La démocratie, c'est le respect des droits de l'homme. Or, parmi les droits de l'homme, un des droits les plus importants, c'est la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et lorsque l'on embastit les journalistes, qu'on les empêche de parler, c'est les 3 pouvoirs institutionnels, notamment un des pouvoirs institutionnels, donc le pouvoir exécutif, qui essaie de bâillonner le 4e pouvoir, c'est le pouvoir qui fait vivre une nation. Parce que les idées doivent circuler, les gens doivent être informés, parce qu'avec l'information, ils prennent des bonnes décisions, ils élisent par rapport aux informations qu'ils ont, ils demandent des comptes aux dirigeants par rapport aux informations qu'ils ont, et fermer la bouche de façon illégale à un journaliste, c'est un crime d'État. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, Déo, par rapport au Moi, fait je que ce pense soit que les politiques plutôt qui instrumentalisent la justice? C'est absolument, ça c'est certain, depuis plusieurs années, depuis l'indépendance d'abord, si jamais on a eu une indépendance du côté de la presse, moi je veux parler de la liberté de presse, il n'y a jamais eu de liberté de la presse, et puis on est témoins, si nous sommes en exil, c'est parce que chez nous on ne pouvait pas parler, on ne peut pas dire les choses qu'on voit, depuis Mobutu, depuis le Kabila père, Kabila fils, aujourd'hui Tshisekedi, on n'a jamais eu de liberté de presse. Il vient de le dire très bien, Kerwin Maizo. On ne peut pas parler de démocratie dans un pays où tout le monde est muselé. Les journalistes ne peuvent pas parler. Les défenseurs des droits de l'homme ne peuvent pas parler. Personnellement, j'étais journaliste à Bukavu. J'ai fait plusieurs fois la prison et tout. Qu'est-ce qu'on me reprochait? On me disait, vous les journalistes, vous parlez des choses qui ne vous regardent pas. On n'a pas le droit de critiquer ceux qui sont au pouvoir, élus ou non. Donc on doit se taire, laisser souffrir le peuple. Et quand des gens parlent, ils sont des journalistes qui sont là pour, comme la voix de la population, voyez-vous. Quand ils osent parler, il y en a qui ont été assassinés, il y en a, on ne va pas citer des noms ici, il y en a qui pourrissent en prison, comme notre jeune confrère Stani aujourd'hui. Il y en a qui, vous savez, le pire, moi je pense qu'Erune va me donner raison, la pire des calamités, je peux dire, dans notre travail, c'est de s'auto-censurer. Vous voyez des choses que vous ne pouvez pas parler, dont vous ne pouvez pas parler. Et au lieu parce qu'on est honnête, on est objectif avec notre métier qu'on a choisi, il y en a qui choisissent, il y en a beaucoup, qui choisissent d'aller à l'étranger, parce que là au moins ils peuvent parler, dans leur pays ils ne peuvent pas parler. Où est la liberté de presse? Où est la démocratie? C'est pour ça que souvent, vous me le reprochez,
Vous me le reprocherez si vous voulez. Moi, je dis toujours République, entre guillemets, démocratique du Congo. Il n'y a jamais eu de démocratie. On parle aussi de la presse. De ce côté-là, il n'y a aucune démocratie. Je plains notre ami Stani, notre jeune frère, Stani Boujakera, qui souffre aujourd'hui en prison. Kerun vient de le dire. Il a été arrêté pour 15 jours. Mais là, il pourrit en prison parce que les magistrats, le pouvoir judiciaire est muselé. Il est là, il ne sait pas ce qu'il fait en prison en fait. Et là aussi, je voudrais lancer un appel à la corporation. Quand j'étais vice-président de l'UNPC, Union nationale de la presse du Congo, on est à Bukavu, au Kivu, on était un peu solidaires. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore le faire. Mais vous me traiterez d'extrémiste si vous voulez. Mais quand un journaliste est arrêté comme ça, que la profession, enfin moi c'est ce que je dirais. La profession, on fait grève, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'émission sur Kinshasa. Vous allez voir que ces gens, ils vont bouger. Parce qu'ils ont besoin qu'on fasse leur publicité chaque jour. Alors si il n'y a pas de journaux qui sort, il n'y a pas de toutes les émissions, toutes les télés, toutes les radios ferment, ils vont sentir que... Donc pour vous, la solution, Déo, ce serait que les journalistes congolais, que ce soit basés au Congo ou même en Europe et ailleurs, puissent se mobiliser concernant Stanis en faisant grève ou d'autres actions? Non, grève, j'ai dit, ouais, évidemment, on doit se mobiliser, on doit défendre notre collègue. J'ai dit grève, c'est pour ça que j'ai dit, pardonnez-moi, je suis extrémiste, mais on ne peut pas se taire quand un ami souffre en prison pour avoir fait son travail, pour avoir défendu sa population. Donc on devrait réagir d'une façon ou d'une autre. Moi, personnellement, Déo, je suis un peu extrémiste, je l'ai dit. Moi, je pourrais aller jusqu'à la grève. Si j'avais une radio, moi, j'arrêterais, je dirais aux autorités, vous ne m'obligerez pas de reprendre mes émissions aussi longtemps que mon confrère sera en prison. Et justement, peut-être que ces émissions-là que les gens font servent plutôt donc à dénoncer. Donc vous, Karine, qu'est-ce que vous proposez en tant que journaliste congolais pour justement faire entendre en fait, cette injustice et dénoncer en fait, cette arrestation arbitraire de Stanis Boujakera? En Guinée, Conakry, pas très loin en Afrique de l'Ouest, pas excessivement loin de Kinshasa, il y a un site internet qui a été fermé et les journalistes n'arrêtent pas de faire pression. Il y a à peu près quelques jours, ils ont fait une journée, ils ont menacé de faire une journée, pas de radio, pas de journaux, mais ils avaient manifesté. Même si on les a arrêtés, cette manifestation a fait tellement du bruit que ça a mis le gouvernement guinéen en porte-à-faux. Tandis qu'au Congo, comme les journalistes, en tout cas beaucoup, ne sont pas indépendants, c'est juste des relais ou des caisses de résonance de la volonté de certains politiciens, ils se comportent beaucoup plus en communicateurs qui sont, au lieu de se comporter en journalistes. Ils oublient que les journalistes, c'est les quatrièmes pouvoirs, ils se rendent pas compte qu'ils ont un pouvoir qu'ils peuvent faire appliquer. Parce qu'avec ces dossiers, le problème ce n'est pas qu'on le maintienne en prison illégalement. Le problème, c'est comment il s'est retrouvé en prison. Lui, il est correspondant de Jeune Afrique, entre autres. Jeune Afrique publie un article qui n'est pas signé. Un article qui est publié dans un magazine, dans un journal, dans un quotidien, qui n'est pas signé, relève de la responsabilité du rédacteur en chef. Du directeur de publication. Oui. Donc, s'ils avaient des incriminations par rapport à cet article, ils devaient s'en prendre d'abord à Jeune Afrique, pas au correspondant à Kinshasa. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut faire un droit de réponse. Ils n'ont envoyé leur droit de réponse qu'après avoir arrêté Stani, ce qui s'apparente à mettre la charrue devant le bœuf. Et ensuite, quand on voit les incriminations, c'est faux bruit. Bon, comment on définit faux bruit? C'est tout ce qui va à l'encontre de la volonté du pouvoir. Oui. C'est ce qu'on appelle faux bruit. Le jour où le pouvoir va décider que A serait un faux bruit, il sera strictement interdit à tout le monde de prononcer la lettre A dans un journal. Ensuite, on dit falsification des sceaux de l'État. Bon, selon eux, c'est dans l'article de Jeune Afrique, relayé par Radio France Internationale, on explique que le député Chéribin Okende aurait été... En fait, il y a une lettre des agents de l'Agence nationale des renseignements qu'ils ont écrit à leur directeur, l'informant que le député Chéribin Okende a été assassiné par la DEMIAP, détection des activités antipatristes, c'est-à-dire les renseignements militaires. Donc, on se rend compte que si on examine de près l'affaire, c'est qu'il y a une guerre des services. Donc, l'ANER, les civils, sont en train d'accuser les militaires d'avoir assassiné Chéribin Okende. Et cette lettre s'est retrouvée chez Jeune Afrique. Alors, quand ils ont fait leur droit de réponse, Jeune Afrique a publié le droit de réponse, mais François Soudan a dit sur RFI
que, bon, on a publié des extraits de droits de réponse parce qu'il y avait beaucoup à redire par rapport à ces droits de réponse. Alors, eux, ils disent que c'est faux. Bah alors, si c'est faux, pourquoi arrêter Stani pour remonter la source? On ne remonte pas la source de quelque chose qui est faux. On ne remonte la source que de ce qui est vrai. Bon. Après, ils disent qu'il aurait falsifié. Donc, selon eux, en tout cas, c'est cette lettre qui a été publiée par Jeune Afrique serait fabriquée par Stani, qui aurait imité peut-être la signature d'une autorité, qui aurait fabriqué un cachet de l'année, qui aurait... Oui, c'est tellement surréaliste qu'il se retrouve là, en prison, juste parce que, selon moi, l'assassinat de Chérubin Okende émane des services, et que le document serait un vrai. Alors, il cherche tout simplement à savoir au niveau de l'année qui a fait fuiter les dossiers. Donc, Stani n'a pas à payer la guerre des services et n'a pas à payer parce que quelqu'un au niveau du pouvoir veut se protéger après avoir assassiné un député de l'opposition. C'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, c'est Stanis qui est un peu la marionnette autour de cette... Malheureusement, mais il faut signaler que c'est quand même les journalistes congolais les plus suivis sur Twitter. C'est ça. 500 000 followers. Et c'est un des meilleurs de sa génération. Oui. C'est ainsi qu'il est avec Jeune Afrique, avec Reuters et avec les sites en ligne actualité.cd de Passy. Rebonjour à tous et merci donc de suivre cette émission consacrée au journalisme indépendant en RDC, mais plus précisément au cas de Stanis Boujakera, directeur de publication adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et Reuters, qui est actuellement enfermé à Makala depuis plus d'1 mois. Je suis donc avec Deona Mujimbo et Caroline Maïzo pour en parler. Donc pour la suite, j'aimerais justement vous poser une question, c'est que la prochaine audience est prévue le 3 novembre. Et la défense sollicite donc une autre expertise au regard des contradictions du ministère public. Mais au vu de ces éléments, est-ce qu'on peut se dire optimiste pour la prochaine justement audience, le 3 novembre? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y aura des solutions abordées? On va rester encore sur un cas... Bon, moi je ne suis pas optimiste dans ce sens que si le dossier déjà dès le départ est bâclé, je ne vois pas le pouvoir a besoin d'un bouc émissaire. Même pas d'un bouc émissaire. Le pouvoir a besoin même au-delà d'étouffer l'affaire Chérubin Okende. Et pour cela, s'il trouve un bouc émissaire, ce qui fait porter le chapeau, ben, ça sera Stanis Boujakera Tchamana. Parce que on nous parle d'enquête, mais si on regarde les documents qui ont été publiés par Jeune Afrique, un pouvoir qui est soupçonné d'avoir commis un meurtre ou un assassinat politique ne peut pas être fiable pour mener des enquêtes. Bon, ils auraient appelé les Belges ou les Sud-Africains, je n'en entends pas beaucoup. On leur a parlé d'une enquête indépendante, ils ne veulent pas le faire, et au lieu de cela, ils s'acharnent sur un jeune homme qui faisait bien son travail. Et au lieu de les convoquer, on va les cueillir à l'aéroport comme un voleur, en fait. C'est pas un voleur de poule, c'est un journaliste qui voyageait. On pouvait lui envoyer une convocation, il a une adresse, il a un bureau. On lui envoie une convocation, il se présente et il se justifie. Et comment ça se fait que, excusez-moi de vous couper, car oui, mais comme vous l'avez dit, la procédure n'a pas été respectée. Il n'a pas reçu de convocation, mais comment ça se fait que malgré le fait que la procédure n'a pas été respectée, on l'a quand même condamné, ils ont réussi à l'arrêter, et sans même que la procédure soit respectée? C'est ça ce qu'on appelle, une république bananière, où l'arbitraire règne en maître au lieu du droit. Parce qu'on nous parle d'état des droits, mais l'état des droits, c'est l'État se met en dessous des lois qu'elle promulgue. L'état des droits, c'est le respect de la loi entre citoyens, le respect de la Constitution, le respect des droits de l'homme et surtout le respect de la loi lorsque l'État est en train d'interférer avec la population. Là, l'État ne respecte pas la loi. La procédure aussi, c'est la loi. Alors, lorsque vous partez ramasser un journaliste qui n'a fait que son travail, parce que les crimes de presse ou les infractions, je ne sais pas moi, les crimes de presse, ça n'existe pas. Vous faites une infraction dans le cadre de votre travail de journaliste, la procédure c'est, on vous impose un droit de réponse, si vous ne voulez pas, on pénalise l'affaire et on vous convoque au tribunal. Et non, aller cueillir quelqu'un, un jour après l'avoir cueilli, on envoie un droit de réponse bourré de contre-vérité à Jeune Afrique et à RFI, les accusant de tous les maux. Ce n'est pas Jeune Afrique
ni RFI qui a assassiné Chérubin Okene, et Stanis n'est pas l'auteur de cette lettre. Qu'ils fassent les enquêtes dans les services de renseignement, qu'ils trouvent. C'est un rapport interne. C'est un rapport interne. Justement, comme tu viens de le dire, Kerouin, il cherchait un bouc émissaire. Okay. Et en plus, il cherche tellement le bouc émissaire qu'il faut faire taire celui qui est le plus écouté. Aujourd'hui, on dira ce qu'on veut, mais pour moi, tu l'as dit aussi très certainement, Stanis est parmi, c'est pas le journaliste le plus suivi, c'est lui qui fait le plus concrètement son travail. Je ne parle pas des journalistes qui naissent chaque jour sur WhatsApp et tout, moi je parle des gens qui font leur travail de journaliste comme nous l'avons appris, Kerouin et moi et toi-même. Et donc, ils cherchaient un beau commissaire au point qu'ils ont même oublié de respecter l'ABC du métier du droit. Okay. Ils ont oublié, vous êtes sûr que c'est un oubli? Bon, je crois que quand on est tellement bête, on oublie certaines choses. On pense que tout le monde est distrait, qu'on ne va pas remarquer. Kerouin a fait moi, j'ai pas fait beaucoup de droit, sauf un peu à l'université, un peu à l'armée aussi. Beaucoup ne savent pas que j'ai fait la police aussi. Je suis parti parce que j'étais déçu à l'époque du RCD. Ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai quand même appris le droit pénal, j'ai fait le droit militaire. On arrête quelqu'un après 2 convocations au moins, s'il ne s'est pas présenté. Mais pas en flagrance. Stanis a été arrêté en flagrance à l'aéroport pendant qu'il attendait son avion. Il fallait que... Enfin, il n'a pas été arrêté en flagrance parce qu'on ne lui reprochait rien. Flagrance, ça veut dire quoi? Ça veut dire un voyou qu'on attrape qui veut violer une fille ou qui tape des gens et tout, là on peut l'arrêter et le mettre en prison. Pas un voyageur, on connaît son adresse. On devait lui envoyer des convocations pour qu'il aille se justifier. Ils savent qu'il ne peut pas se justifier de quoi il a commis un crime, comme il vient de le dire. C'est pour ça qu'ils le maintiennent en prison, qu'ils ne veulent pas qu'il parle, ils ne veulent pas qu'il s'exprime. Tu as, cher Sephora, tu as posé la question de savoir ce que nous pensions du procès. Il sera bâclé, évidemment, parce qu'ils n'ont aucun argument. Est-ce qu'ils n'attendent pas les élections? Quelles élections? Tu crois aux élections? Non, je ne sais pas, peut-être que je vois la coïncidence quand même frappante de mettre quelqu'un innocemment comme ça, arbitrairement. Mais justement. Non, le problème, ce n'est pas les élections, parce qu'on a arrêté de façon spectaculaire. C'était un message qu'on envoyait à tous les autres journalistes pour parler de façon prosaïque. Faites attention. Vous l'ouvrez, on va vous la boucler direct. Ça, c'est la première chose. Et on les maintient pour interdire aux journalistes de se montrer trop regardants dans leurs affaires d'assassinat, de détournement de sous, de fraude électorale. Et on va choisir un jeune qui a pignon sur lui, qui est très connu, et ça sera un exemple pour tous les autres. C'est ainsi qu'il y a ce phénomène d'autocensure. Les journalistes ne veulent plus parler, vous tombez sur un document, ils ont peur. Ah ouais, vous à l'étranger, parlez, nous on a peur, ils sont hyper terrorisés. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure dans notre première intervention. J'ai dit que les bons journalistes chez nous, aujourd'hui, ils sont obligés, pour faire leur travail, soit de quitter le pays, soit de s'auto-censurer. C'est ce que vient de dire Kerouin dans d'autres mots. On connaît des choses, mais si j'écris, on va me jeter en prison comme Stanis. Si je parle à la radio, on va me tuer comme Didas. Si je dis ceci et tout. Moi, vous avez parlé de Reporters sans frontières, mais j'étais correspondant de plusieurs agences de presse. La meilleure de toutes, j'étais même formateur, c'est CIFI International. Nous avons créé CIFI International avec une équipe de Français. C'est basé à Montpellier. Et à Kinshasa, il y avait le représentant, c'était notre ami Godefroy Bouiti, hein, okay. Et puis, moi j'étais à l'Est, Godefroy à Kinshasa. On a créé CIFIA, qui est devenue la meilleure agence de presse à l'époque. Okay. Mais c'était la censure. Il y a des choses dont on ne peut pas... Ce que je veux dire, c'est quoi? Les articles que nous écrivions à CIFIA, qui nous donnait les informations. C'est le capitaine qui venait nous dire combien ce salopard de général a encore volé. Okay? C'est le secrétaire du gouverneur qui venir nous donner les infos avec que nous publions. Mais souvent, les amis européens qui sont ici nous disaient non, Godefroy, non, Déo, ne parlez pas de ça, ça va vous coûter la vie. Okay? On écrivait sur une situation, mais sans entrer dans les détails. Parce que c'est ça justement, je souligne. Je parle un peu beaucoup, mais c'est pour éclairer. Je souligne ce que dit Kerouin. Nos amis journalistes à Kinshasa, ils ont tous leurs sources, mais ils n'ont pas le droit de citer les sources. Ça c'est dingue. Parce que si tu cites ta source, demain, tu n'auras plus personne qui va te donner les informations. Et en plus, tu mets en danger cette source-là, si tu le cites. Je viens de vous dire ici qu'il m'a dit qu'il devait bâcler le journal sur la mort de Didas. Il a reçu des ordres de très haut.
Okay? Le très haut, ça veut dire quoi à l'époque? C'était soit, lui il était colonel de l'auditorat militaire, colonel qui a fait la Sorbonne, docteur en droit, qui reçoit des ordres de très haut, ça veut dire du président de la République, ou du ministre ou du général, plus haut que lui. Mais je ne peux pas le citer parce que je le mets en danger là-bas. Ceux qui nous donnent des informations aujourd'hui, Kerouin, tu as des émissions, Sephora aussi. Si quelqu'un vient te dire des informations, tu le cites, mais on va l'assassiner là-bas, tu ne vas plus dormir, tu seras gros sur ta conscience. C'est ça, donc, nous savons des choses. Et donc, les amis, à Kinshasa, à Bukavu, à Kisangani, ils peuvent parler des choses. Mais comme, justement, ils sont dirigés par des gens sans cœur, ils savent que en faisant leur travail de journalistes, ils se mettent en danger, ils mettent en danger leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, leurs cousins. Alors, c'est l'autocensure. Voilà. Et pour revenir sur l'autocensure, le fait que la liberté de la presse est bâillonnée, on est quand même dans un gouvernement qui nous parle beaucoup de changement de narratif. Est-ce que finalement le fait qu'un journaliste comme Stanis soit en prison, le fait qu'il y ait autant de journalistes, tous les journalistes que vous avez cités, que je ne connais pas forcément, qui ont été emprisonnés, tués, assassinés, est-ce que finalement ça nuit pas à l'image qui doit être renvoyée par le gouvernement qui parle de changement de narratif? Ben, déjà, nous sommes dans la continuité parce que certains, la plupart sont morts à l'époque de Joseph Kabila et le pouvoir actuel qui a fait du slogan État des droits son entier devrait prêcher par l'exemple, c'est-à-dire qu'il y a un changement. Or, pendant ce temps, j'ai oublié, mais il y a une dame qui est morte dernièrement à Bukavu. Hein, lorsqu'il y a eu la manifestation contre les Nations Unies, j'ai oublié son nom. Bon, dernièrement, on a ramassé encore notre journaliste à Mbinza, c'est encore une dame qui est décédée. Et ça ne se limite pas là. Ça se limite par des menaces, des insultes. Nous avons notre concert Paulette Kimuntu pour avoir essayé de réfléchir autrement. C'est des insultes à caractère intime par une batterie de gens payés. Parce qu'on connaît, dès que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, on avait arrêté, Facebook avait fermé les comptes d'un certain Honoré Mvoula, qui avait plus ou moins 1500 comptes Facebook. C'est une batterie d'insulteurs numériques qui ne font pas dans la dentelle. C'est lorsqu'ils s'en prennent aux gens, c'est la famille, les enfants, la femme. Et si vous avez le malheur d'être une journaliste femme, alors là c'est en dessous de la culotte, de la manière la plus vulgaire. Alors quand je dis vulgaire, une vulgarité à couper au couteau. Ça aussi c'est un climat de terreur qu'on instaure pour empêcher les gens de parler. Lorsque vous allez dans un plateau de télé, vous faites un débat et vous réfléchissez autrement, un confrère qui vous dit, bon oui, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Bon, cela veut dire quoi? C'est des menaces. Il parle au nom de qui? Au nom de quoi? Ça veut dire que quelqu'un le paye pour vous insulter. Pour menacer. Donc les changements des narratifs, c'est juste un slogan creux. Et les Cambres, c'est que ce slogan a été émis par un journaliste, Patrick Mouyaya, ancien journaliste devenu ministre de l'Information et de la Communication, qui est porte-parole du gouvernement et qui crache sur la confrérie. Merci à tous encore de nous écouter. J'aimerais encore revenir sur un point que vous avez abordé, Kermine, concernant le sort des femmes journalistes en RDC. Pourquoi jusqu'à maintenant il n'y a pas justement de régulation sur toutes ces attaques, des attaques sexistes, des attaques concernant, comme vous avez dit, leur intimité? Pourquoi en fait il n'y a pas de régulation et que peut-on attendre de l'avenir de la presse en RDC? Ben, ça c'est un tout, parce que ces phénomènes que nous vivons, c'est dans des régimes problématiques. Parce que les lois, on les a. En tout cas, nous avons la Constitution, nous avons les codes pénals, nous avons la loi sur la presse, on a toutes ces lois. Sauf que les lois ne sont pas respectées. Lorsque vous êtes du bon côté de la barrière, comme ils disent du bon côté de l'histoire, vous êtes encensé et lorsque vous osez réfléchir, utiliser votre cerveau, vous devenez quelqu'un qui est du mauvais côté de l'histoire. Et le mauvais côté de l'histoire, c'est des insultes, c'est des menaces. Dans un pays où les gens se respectent, on n'insulte pas les gens. En général, encore moins les dames. Et si par malheur il arrivait à quelqu'un d'avoir envie d'insulter une femme, ben, qu'il l'insulte à la rigueur de chez rigueur comme un être humain, mais pas en tant que femme. Alors lorsque on est dans un pays où on nous attaque en violant des femmes, en humiliant toute la société par cette voie-là, si en interne déjà on ne prêche pas par l'exemple, on se comporte comme on se comporte là, moi je trouve que c'est vraiment déplorable. Alors,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre pour que ce pays devienne réellement démocratique. Et après, ça sera un état de droit. Parce qu'un pays réellement démocratique est forcément un état de droit. Et un état de droit, il y a le phénomène qu'on appelle en psychologie la peur du policier. C'est-à-dire quelqu'un se tient, tout le monde se tient à carreau en se disant, je commets un impair, je suis sanctionné. Ben, oui, mais d'accord mon frère, tu as tout à fait raison. Mais comment est-ce qu'on peut espérer parvenir à un état de droit quand on parle de la liberté de presse? Quand c'est un journaliste qui va insulter son confrère à la radio parce qu'il est revêtu d'une certaine autorité. Je parle là de Patrick Mouyaya, par exemple, celui qui fait des communiqués, qui menace Stanis. De qui nous pouvons espérer un état de droit pour ce qui est de la liberté de presse. Et pour le reste aussi, parce que tous ceux qui entourent le président, que ce soit que Joseph Kabila ou Mobutu avant lui, et tout, c'est des gens qui ont été à l'école. C'est des gens qui savent de quoi ils parlent, mais qui bafouent sciemment ce qu'ils ont appris à l'école. Mais moi, des petits intérêts personnels. Mais pour te compléter, je dirais qu'il regarde l'exemple d'un certain Imana Ngolo. À l'époque de Mobutu, ce monsieur était tellement le journaliste du pouvoir, la caisse de résonance du pouvoir, qui menaçait les autres journalistes. Je me rappelle même une fois, je ne sais pas quel commentaire, c'était avant de présenter les infos, je ne sais pas quel commentaire il a fait à la télévision nationale, à l'époque c'était Télé Zaïre. Il y a un caméraman ou un réalisateur qui est sorti en direct pour les boxer avant le journal de 20h. Ah bon? Tellement que le monsieur avait poussé les bouchons trop loin. Vous savez comment il a fini? À l'époque de Joseph Kabila, il y avait un certain Loutimanchate. On sait quel rôle il jouait. On sait comment il a fini. Donc ceux qui règnent aujourd'hui doivent regarder l'exemple du passé. Parce que une société démocratique est à l'avantage de tout le monde. Ce n'est pas les uns contre les autres, mais c'est à l'avantage de tout le monde. Or, le pouvoir, c'est éphémère. Donc lorsqu'on est au pouvoir, il faut penser aux générations futures, au lieu de brimer les autres parce qu'on a un petit bâton momentané. Mais c'est ça qu'on oublie souvent. Bon, ça pas seulement dans le domaine de la presse, mais quand on est au pouvoir, comme tu dis, on oublie que ce pouvoir finira un jour. On oublie qu'un jour, vous avez tout représentant, disons, du peuple, à quelque niveau que ce soit, ministre, même commissaire de zone, on disait, c'est quoi aujourd'hui, le maire, bourgmestre et tout. Ils doivent savoir, même chef d'un petit village ou quoi, on doit savoir qu'on a des comptes à rendre à la population. Il y a l'exemple de comment ça s'appelle, la dame Lukezo, qui a assassiné Rossi Chibanga. Aujourd'hui, elle pleure à prison. Ah ouais? Elle est en prison à son tour, quoi, tu vois, le retour de la manivelle. Parce qu'on dit que tout se paye ici-bas, en fait. Il y en a qui oublient ça, qui vont à la messe et tout, mais... qui ça, non? Le général, non. Ouais, le général, bon, il fait des menaces maintenant, il dit qu'il va soulever l'armée contre... Quelle armée il va soulever, fugitif? Bien qu'il ne soit pas journaliste. Ce n'est plus notre sujet... Si Fleury était... On parlait des gens que j'ai perdus. Fleury, c'était mon cousin aussi, Fleury. On a grandi ensemble. Et donc, il y en a beaucoup, moi, je ne pleure plus de toute façon, j'ai plus de larmes dans mon corps. C'est pour ça que j'ai plus peur de dire la vérité. Et... Ok, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui décide. J'ai été au front, je vous ai dit, j'ai fait l'armée, j'ai été au front, je me suis retrouvé plusieurs fois dans des embuscades, on était à 17 par exemple, il y a des bombes qui tombent et puis je me retrouve tout seul, on est à 2, je me demande mais qu'est-ce que moi j'ai donné à Dieu pour être encore vivant. Quand mon frère était assassiné, pendant 3 mois, je ne pouvais plus faire mon travail, il y a des gens, je ne dormais plus chez moi par exemple, ok, pour aller me cacher. Mais il arrivait, moi je fume, j'ai ce malheur de fumer, je sortais de chez moi à 3 h du matin, j'avais des enfants pour fumer dehors, mais je vois des gens qui sont dans mon jardin, là j'ai une belle maison, mais je voyais des gens qui sont dans mon petit jardin, là, je me dis, je rentre précipitamment. Le lendemain, j'apprendrai qu'il y a des militaires qui ont été envoyés pour me tuer, et d'autres militaires ont dormi chez moi sans me dire, ils viennent et puis ils repartent à 4 h du matin. Moi je leur dis, mais pourquoi vous me protégez? Il y en a qui me disaient, tu sais, grand frère, tel article que tu as publié hier n'a pas plu à tel général, à tel ministre, il m'a envoyé te tuer. Ils me disaient, moi je disais, mais pourquoi vous ne me tuez pas? Ils me disent, non, c'est parce que pour nous, tu es notre porte-parole. Parce que nous souffrons, nous les militaires, les civils, mais toi au moins, tu peux en parler à tes amis blancs. Parce que là, je travaillais pour Sifia, Info Sud et tout. Donc, cela ne va pas m'empêcher de faire mon travail. Il y a un colonel qui est venu de Kinshasa pour me faire la peau. C'était en 2007. Début 2009, je crois.
Le temps. Oui, bon, je finis par là. Le colonel, il est venu à Bukavu. Il était venu pour m'assassiner. Les militaires lui ont dit, si vous touchez à Déo, mon colonel, avec le respect qu'on vous doit, c'est l'émeute, c'est la mutinerie. Pourquoi vous protégez ce jour? Il dit, non, parce qu'il faisait son travail. Et le colonel m'a pris chez lui, il était au quartier Ngouba avec sa concubine. On mangeait ensemble. Un tel donnait aux ordres à ses militaires. Capitaine, machin, baba, j'ai appris que cet imbécile se cache chez Sephora, allez le chercher là-bas. Alors qu'on est ensemble. Il avait compris que je ne suis pas un fou et que je travaille pour mon pays, pour ma population. Je vous remercie, on n'a pas beaucoup de temps. Merci beaucoup Déo pour ce témoignage qui montre à quel point les journalistes congolais en RDC ou même à l'extérieur sont intimidés, sont menacés à cause de leur travail. Il y a eu également une grande mobilisation, je trouve, sur les réseaux sociaux concernant Stanis, beaucoup de vidéos de personnalités. Bien sûr, il faut continuer. Je me rappelle de Ramayad ou d'autres journalistes, dont la dernière journaliste qui a été aussi arrêtée, même pas un jour en garde à vue, j'ai oublié son prénom, Avril, en France, qui a été libérée, qui a fait une vidéo pour dénoncer justement cette arrestation de Stanis. Il y a vraiment une forte mobilisation. Et vous, en tant que journaliste, quel serait votre mot de la fin? Parce que je me dis que malgré cette grande mobilisation de personnalités dans le monde entier, Stanis est encore en prison jusqu'à maintenant. Et vous, quel serait votre mot de la fin ou comment, encore une fois, apporter encore plus de soutien? C'est ça, bien sûr. Apporter plus de soutien à cette campagne pour la libération de Stanis. Quel serait votre... Léo? Là, moi, le mot du début, mon mot du début sera le mot de la fin. Je ne sais pas, je ne suis pas sur place, ça fait quand même 15 ans que je ne suis pas à l'œuvre. Au pays, je ne sais pas comment on est organisé maintenant, serait capable l'UNPC aujourd'hui. Il y a des structures qui c'est ça que tout ça. Oui, des choses pareilles. Maintenant, on ne sait plus qui dirige quoi, on ne sait même plus qui est avec le pouvoir, qui fait correctement son travail. En tout cas, il y a des regroupements, des associations de journalistes. C'est ceux-là qui doivent faire du bruit. C'est ceux-là qui doivent... mais malheureusement, comme dans toutes choses, il y a toujours des tops, tu vois. Il y a des statuts, nous, on défendra la presse et tout, mais malheureusement, il y en a toujours qui, après, vont vendre la mèche pour quelques billets. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Pourquoi? Il y a eu des tentatives de le faire partir. Mais à chaque fois, il y avait toujours un imbécile qui allait lui dire... Moi, j'étais à la conférence nationale, ok? Pour l'UNPC, justement. On prenait des décisions à la conférence nationale, mais il y a des gens du Kivu, que je ne vais pas citer, mais qui la nuit sautait des murs pour aller voir Mobutu à Badolité. Et le matin, il revenait avec nous à la conférence, alors qu'on avait pris des décisions et tout. Et il y en a comme ça dans toutes les structures au Congo. Mais donc, moi je pense, pour finir, qu'on devrait prendre des mesures à partir de là. Je commençais par dire que je n'ai entendu aucune manifestation des journalistes pour libérer Stanis. Okay. Ils continuent à vivre comme s'il n'y avait rien, alors qu'ils sont un confrère qui souffre, et que demain, ils oublient que demain, cela peut leur arriver aussi. Okay. Et donc il faut, je ne sais pas comment, je ne suis pas sur le terrain, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour des petites annonces sur WhatsApp et tout, c'est pas efficace. Okay. D'abord, ces autorités-là, je sais je vois pas, je ne sais pas s'ils suivent WhatsApp et tout. Mais si on fait de vraies manifestations, il faut lui en parler, mais bon. Mais moi, je te jure que si on était vraiment coopératif, ok, entre journalistes, on fait 2 jours sans qu'il raconte ces conneries, ces mensonges à la RTNC, et puis à la CP et tout, je vous dis qu'il va réagir. Moi, mon mot de la fin, c'est libérer Stanis Boujakera Camara. Free Stanis Boujakera Camara. Point. Chamala, pardon. Point. J'ai confondu avec Kamala. Non, ça va. Ok, donc moi, c'était mon mot de la fin. Moi, j'aimerais juste rebondir sur aussi, comme mes 2 confrères l'ont dit, libérer Stanis Boujakera Chamala. Il y a vraiment du coup toute une campagne sur Twitter, bon, maintenant qui s'appelle X, pour justement dénoncer cette arrestation arbitraire. Donc, merci Gabriel José pour l'invitation. Donc merci également à Déona Mujimbo. C'est moi qui vous remercie. Et merci à Karim Maïzo d'avoir accepté de participer à cette émission. J'ai été honoré.